Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Alors, je pense que... Ah, voilà, la vidéo démarre. Super. Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave, ce sont les joies effectivement du direct. Voilà, nous avons peut-être un petit souci de démarrage et de partage de vidéo. C'est pas très grave, nous allons effectivement arrêter le partage de vidéo. Voilà, ça c'est pas très grave, nous le remettrons en route tout à l'heure. Eh bien, écoutez, donc bienvenue pour ce nouveau live. Bonjour à tous. Donc c'est déjà bonjour Clément. C'est déjà la cinquième interview aujourd'hui. Donc vous êtes en compagnie du coup de Clément, technicien Piano Pariso et surtout chef d'atelier chez Piano Pariso. Et donc moi-même, en fait, Gaël, technico-commercial chez Piano Pariso. Donc direction Bordeaux, direction la maison de Monsieur Auguste Antonov, Avgust Antonov, qui nous reçoit chez lui. Bonjour Avgust et bienvenue à toi. Bonjour, bonjour tout le Bonjour monde. Avgust. Avgust, qui a été touché par notre travail et notre acharnement à vous offrir des lives de qualité. Euh, c'est Avgust qui nous a contactés, en fait, qui en fait avait la volonté de se prêter au jeu des interviews à son tour. Il voulait son interview à lui, donc du coup, ben, on a répondu, on était ravis de l'accueillir. Clément, je te laisse la parole un petit peu si tu veux bien. Oui, tout à fait. Moi, je vais essayer de te présenter très sommairement. Alors, tu m'en voudras pas, moi, ce sera Auguste. Oui, pas de souci. Ah, c'est gentil, à la française, c'est plus Alors sympa. n'hésite pas à monter ton micro, Clément, je pense que les auditeurs ne t'entendent Ouais, pas très ouais, fort, il n'y a pas de souci. ou à te Et rapprocher. du coup, c'était donc tu es concertiste. Alors, tu es né en Bulgarie, hein, c'est là où tu as découvert le piano. Alors, peut-être cette famille, je sais pas, tu nous diras s'il y a une accointance. En tout cas, tu es très vite venu, on va dire, en France, hein, y faire tes études, voilà, à Bordeaux, puis à Paris. Et à partir de là, tu as pris l'avion ou le bateau, peu importe, mais tu as fait la traversée de l'Atlantique. Et donc, tu as fait toute ta carrière quasiment essentiellement hein, aux États-Unis, où tu as officié plus de 20 ans, hein, où tu as eu vraiment voilà, développé ta carrière aussi bien de concertiste que même d'enseignant. Et tu as brillé donc dans de grands ensembles. Tu as fait soliste donc dans des très grandes salles voilà, de concert. Alors, au San Jose State University, joué à l'University City Symphony, l'Alton Symphony Orchestra. Hein. Donc, la liste, on va dire, est longue, puisque c'est vrai qu'en 20 ans, on a souvent le temps d'écumer pas mal de salles. Et tu as aussi énormément d'autres casquettes à ton arc. Hein. Tu es membre de l'Académie internationale des arts et de la scène et des sciences, où tu travailles comme conférencier et jury, hein, des fois aux États-Unis. Donc, jury dans des concours, c'est quand même aussi quelque chose de très particulier. Je pense que ce serait intéressant d'avoir plus tard, on va dire, une expérience, un retour. Et donc, t'es un homme de défi, puisque après plus de 20 ans passés aux États-Unis, tu rentres, tu reviens, on va dire, en France, où actuellement, du coup, tu es là depuis un peu plus d'un an, tu nous as dit, où maintenant, tu bien sûr, es concertiste et tu enseignes également le piano dans la ville de Bordeaux. Oui, tout à fait, exactement. Exactement. Merci pour cette introduction. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Et oui, je suis très content de cette une heure et demie qu'on va passer ensemble. C'est une découverte, c'est une découverte géniale. Notre monde est tellement petit, donc je suis très content d'être avec vous et je vous remercie. On te remercie, c'est adorable, Auguste. Alors, je vais vous demander, n'hésitez pas à monter votre volume tous les deux, je pense, parce qu'on a déjà des retours d'internautes qui disent qu'ils n'entendent pas beaucoup la voix de Clément et pas beaucoup la tienne non plus. Donc, n'hésitez pas à booster au maximum. Ouais, Alors, j'en profite pour vous rappeler, chers auditeurs, que les arts ne sont rien. Et sont rien sans un public pour les admirer, les comprendre, les respecter, les commenter. Alors, n'hésitez pas, allez-y. Mettez vos commentaires, vos questions en live sur la vidéo. On regarde attentivement. Auguste va réagir en direct. Voilà, donc vous n'hésitez surtout pas. C'est important de partager avec nous, de participer. Donc merci de nouveau pour votre soutien et votre présence à nos côtés en ces temps mouvementés. Donc Auguste, je te relaisse peut-être un peu la parole si tu as des choses à rectifier sur ce qu'on vient de dire. Voilà, il n'y a pas de. On te laisse. non, non, tout à fait. Ce que Clément a dit est tout à fait exact. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais, Clément, oui, j'ai commencé le piano
en Bulgarie à l'âge de 5 ans. Ma famille est toute musicienne, mais ma mère est violoncelliste. Elle travaille en ce moment aux États-Unis à Tulsa, l'orchestre et l'opéra de Tulsa. Mon père biologique, il est aussi musicien. Mon beau-père, qui est vraiment la personne qui m'a élevé avec ma mère, donc un peu de recul. Ma mère s'appelle Casimira Fig. Mon beau-père qui m'a élevé, c'est Lawrence Fig. Et donc, mon beau-père est aussi violoncelliste. Il travaille à Kansas City Symphony et avec l'opéra aussi. Oui, ça faisait partie de la famille. Puis mes grands-parents, du côté de ma mère, ils étaient dans les chorales et ils chantaient beaucoup. Et donc, ouais, c'était dans la famille, quoi. Donc, C'est ça. Ouais, l'histoire voilà, de j'ai famille. Ouais. essayé, je me souviens quand j'ai essayé le violoncelle, ça n'a pas marché pour moi. Voilà, le piano, c'est. Donc, oui, c'est ça. Et puis, euh, pardon, et puis après la Bulgarie, donc en France, pendant 10 ans, Paris, Bordeaux, et puis les États-Unis, quoi, 20 ans là-bas, et voilà, je suis revenu il y a un an. Non, tout ce que Clément a dit était parfait. Ouais, c'est trois, du coup, c'est trois pays à forte culture, surtout autour de la musique, hein, j'imagine en Bulgarie. Je sais que c'est comme beaucoup de pays, on va dire un peu à l'est, comme ça, une très très forte, surtout la musique classique est souvent très très importante. Et du coup, toi, ces trois cultures-là, tout au sein de ta carrière, on va dire, tu les utilises, tu les mélanges encore un peu, ou c'est plus après ton histoire personnelle aussi, j'imagine, hein, qui Ben écoute, rentre en... je dirais que l'influence de la Bulgarie, c'est surtout le fait que c'est là où j'ai commencé la musique. J'ai quitté la Bulgarie quand j'avais 10 ans. Ouais, Toute mon éducation euh, musicale et de tout, quoi, c'était en France. Côté musical, influence musicale, bien sûr, c'est l'école française, l'école américaine, encore de mes 20 ans là-bas. Euh, mais c'est vrai que la Bulgarie a énormément de musique traditionnelle, très, très populaire, beaucoup de chorales. Mais peut-être, pour moi personnellement, mon influence, c'était pas vraiment ça parce que je suis parti tellement jeune. ouais, je comprends, je comprends. Et du coup, alors, on va dire que la Bulgarie, c'est plutôt tes racines, mais j'imagine que, bah, avec ta famille, tu as dû bien sûr encore, on va dire, tisser voilà, un lien étroit et tu dois avoir beaucoup aussi d'échanges vis-à-vis de la culture musicale, on va dire, chez eux, ou même si ta mère est encore aux États-Unis, tu dois encore échanger beaucoup. Et parmi, on va dire, les trois visions que peut représenter la musique dans un quotidien entre la France, les États-Unis, la Bulgarie. Qu'est-ce qui t'a apporté, on va dire, le plus ou qu'est-ce que tu retiens un peu de ces trois visions ou de ces trois approches? Ouais, côté Bulgarie, je ne peux pas tellement en parler parce que j'étais tellement jeune. J'ai commencé là-bas, c'est vrai, Mhm. mais j'étais tellement jeune c'est vrai- et je suis parti à 10 ans. Donc, euh, mon influence musicale dans l'ordre, c'est vraiment la France et les États-Unis. Avec la France, une grande part de mon éducation musicale. C'est là où j'ai fait mes armes avant de partir aux États-Unis. Ouais, définitivement France et les États-Unis dans cette ordre. Ouais, super. Et du coup, aux États-Unis, si tu peux un peu nous... Alors, on va pas demander à ce que tu nous donnes 20 ans en une heure, mais globalement, c'est quand même, nous, une référence en termes, je pense surtout de- on va dire, d'apprentissage d'abord, de lancement de carrière pianistique. Nous, on croise énormément d'artistes qui vont dans des MIT, enfin, vraiment, enfin, voilà, bien sûr, le CNSM, donc le Conservatoire de Paris, est une belle référence internationale, etc. Mais les États-Unis font rêver. Alors toi, quel était un peu ton rêve américain comment ça s'est passé pour toi? Ben, écoutez, déjà,
Non, mais moi, je suis parti là-bas à l'époque, donc c'était 20 ans plus. Mon beau-père et ma mère ont décidé de déménager aux États-Unis. Et moi, j'avais un peu le choix. J'ai décidé de les suivre parce que justement, la réputation de l'école américaine pour m'améliorer. Et voilà. Je suis parti et ces 20 ans ont été une expérience. Déjà euh, côté éducation générale. En France, pour faire un peu simple, en France, quand on est au collège, au lycée, on a ce qu'on appelle les chambres, les collèges, les classes horaires aménagées. Oui. Voilà. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Donc, quand tu vas aux États-Unis, tu vas dans les lycées professionnels et ça s'enchaîne avec beaucoup de choses qui n'ont absolument rien à voir avec la musique. Beaucoup de choses qui n'ont absolument aucune connexion avec la musique. Et puis, côté université, université, c'est la même chose. Il y a une section musique, c'est les cours de musique connectés aux universités, mais l'académique est euh, tellement prioritaire là-bas que des fois tu travailles double, quoi. Euh, donc ça, c'était une grande découverte pour moi parce que c'est vrai que avant que j'aille aux États-Unis, j'avais passé pratiquement mes 3, 4 ans avant de partir juste faire de la musique, juste le piano, le conservatoire et c'est tout. Donc ça, c'était une découverte. Après, c'est vrai que le niveau là-bas était très élevé. Euh, des professeurs définitivement très haut niveau, très haut niveau. Et c'est vrai que ça a été une expérience très bonne pour moi pianistiquement, absolument, absolument. Pour résumer, Donc, tu dirais qu'en France, on a cette chance que lorsque l'on veut commencer, on va dire, voilà, au primaire, au collège, pour vraiment mettre le pied à l'étrier, apprendre le piano, on va dire qu'on est plutôt bien construit, plutôt bien reçu. Par contre, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est plutôt dans le supérieur, c'est-à-dire vraiment pour finir ses classes et pour éprouver que là, ils ont une force très, très, très grande. ça, c'est vrai, ça, c'est vraiment vrai. En France, on a les conservatoires qui acceptent les élèves de l'éveil musical jusqu'à cycle 3 amateur, cycle 3 professionnel et après CNSM et tout ça. Là-bas aux États-Unis, tout ce qui est avant l'université se fait en privé, se fait en cours privé. Tous les élèves qui vont, euh, qui vont faire de la musique à l'université le font en privé d'abord, du moment qu'ils commencent jusqu'à l'âge d'aller à l'université, quoi. Soit cours privé, soit dans des écoles privées. Il y a beaucoup d'écoles de musique privées, pas conservatoires, mais complètement privées, quoi. Donc oui, ça c'est le fait. Mais le problème avec ça, bien sûr, c'est que aussi euh, quand ils arrivent à l'université à 10 et 18 ans, quoi, euh, ils ne sont pas aussi bien formés que ce que les élèves sortant du conservatoire le sont. D'accord. Ok, ok. Donc voilà, c'est un peu la balance, la balance quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, côté niveau universitaire, c'est vrai que le niveau est très élevé. Est très élevé, avec des élèves qui viennent de partout dans le monde, quoi. Qui viennent d'Europe, d'Asie, ou même ou des gens qui habitent aux États-Unis, le niveau est très élevé.
absolument. Alors, on commence à avoir déjà, je te coupe à boost, on a déjà Oui, pas mal de gens qui commencent un petit peu à réagir. On a deux questions qui sont assez similaires. On a Sarah d'un côté qui se demande pourquoi tu as quitté la France pour choisir l'univers américain, mais ça tu as déjà répondu. Et on a surtout Étienne Baxter en fait qui te demande et qui se demande pourquoi tu es revenu en France. Alors peut-être que tu auras l'occasion de nous répondre encore. ouais, les deux sont connectés en fait. Les deux questions. Donc, pour répondre à Sarah, euh, à l'époque, quand on est parti avec ma famille, donc j'avais 19 ans, 20 ans, c'était un moment donné où, pour que je progresse, pour que mon niveau s'élève côté piano, il fallait que je change d'endroit. Pas nécessairement aux États-Unis, mais il fallait que je change. Les États-Unis, ça a été un choix, moi de suivre ma famille là-bas. Euh, Bien sûr, avec mon beau-père qui est américain, ça aide, bien sûr. Sûr. Donc ça a été un choix. Euh, donc ça, c'est pour aller aux États-Unis. Et pour revenir en France, j'avais toujours prévu de revenir en France. J'avais toujours prévu ça. Je suis jamais parti aux États-Unis pour y rester toute ma vie. Donc, j'avais toujours prévu d'y revenir euh, parce que ben, j'ai grandi en France. J'ai grandi à Bordeaux, quoi, pour être exact. La France m'a accueilli, voilà, j'ai grandi ici, c'est un peu mon pays, quoi, voilà. Donc, j'avais toujours prévu de revenir. Ça a pris plus longtemps que prévu de revenir. Mais ouais, c'est aussi simple que ça. La France, c'est maison, quoi. Voilà. Pourtant, les Californiens font un super vin aussi. Pardon? J'ai dit pourtant, les Californiens font un super vin aussi. Ouais, ouais. Le problème avec la Californie, c'est que c'est trop cher. Eh oui, effectivement. Ah, mais la vie là-bas est tellement chère, c'est ridicule. C'est même pas la peine d'en parler. Ok, bon, super. Écoute, Avgust, on va peut-être parler un peu de ton album An American Journey. Tout à fait. Pardon pour l'accent, où tu joues des œuvres de contemporains américains. Donc, si tu veux bien, on va écouter en fait de Samantha Hogan. C'est une compositrice, je crois, qui réside actuellement à Minneapolis, hein. Oui. Cumulis Humilis. Donc, si tu veux bien, on écoute ça. Et puis après, on reprend le direct. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, Problème. on a quelques petits problèmes aujourd'hui de diffusion. Vous nous excusez, il y a des tempêtes un peu dans la région, effectivement, le vent a fait beaucoup de dégâts. Donc, c'est un peu plus compliqué pour nous de diffuser, mais ça va le faire, il n'y a pas de souci. Alors, Avgust, moi, il me semble que tu as être un véritable stratège dans tes performances pianistiques. Pourquoi je dis ça? Parce que il me semble que tu as l'air de jouer au piano comme aux échecs. Euh, tu as toujours une longueur d'avance, tu laisses rien au hasard. Donc j'explique un peu parce que tu es aussi un peu joueur et champion d'échecs. Donc c'est un peu ta deuxième casquette. Donc voilà, je te laisse réagir un petit peu à ça. Ouais, je ne dirais pas que je suis champion d'échecs. Je me défends, j'essaie de m'améliorer. C'est un jeu que j'adore, c'est vrai, mais je suis loin d'être un champion. Mais c'est vrai que pour revenir au répertoire, au CD American Journey, et, l'extrait qu'on a entendu, c'est vrai que ça fait partie de mon répertoire. Maintenant, pour les gens qui veulent entendre ça, vous pouvez l'entendre sur mon site avgustontanov.com. Et je suis sûr que Gaël va figurer la transmission ici, donc il n'y a pas de souci. Mais donc oui, c'est vrai que ça fait partie de moi parce que
ben déjà, c'est des compositeurs qui ne sont pas beaucoup joués, que moi j'ai découvert, que j'aime beaucoup. Et puis, il y avait une décision à prendre. À un moment donné, il fallait que je décide où est-ce que je voulais rester dans la musique classique. Et le problème, c'est qu'on est trop de pianistes à jouer de la musique traditionnelle. On est beaucoup trop à jouer du Rachmaninoff, du Beethoven, du Brahms, du Chopin, du Schumann, du Scriabin. On en a qui sortent des conservatoires à tour de bras. Et jouer de la musique moderne a été un moyen pour moi de me distinguer, de me séparer des autres, parce qu'on n'est pas beaucoup. On se compte sur les doigts d'une main de jouer ce genre de musique. Donc c'est vrai que ça fait partie de moi et c'est vrai que pareil, comme tu disais, comparé aux échecs, c'est vrai que je pense toujours un peu en avance parce que je pense toujours à du nouveau répertoire à ajouter. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre pour me rendre plus intéressant, plus attractif pour les organisateurs de concerts et tout ça. Voilà. Ouais, je pense que pour bien comprendre, ce qui serait intéressant, bien sûr, c'est d'inviter tout le monde à aller voir un peu ta biographie. C'est vrai que c'est un choix, c'est un vrai choix de carrière. On voit bien, moi je dirais que 9 œuvres sur 10 et de répertoire contemporain. Nous qui faisons également beaucoup de concerts et qui officions dans pas mal de festivals et qui croisons des artistes, c'est vrai que le contemporain est souvent très peu joué, hein, on peut le dire. Hein. Alors, on va dire que jusqu'à Gershwin, tout va bien. Et puis après, vraiment dans la période pleinement contemporaine, c'est-à-dire des gens encore en activité vivants, c'est vrai que oui, on peut les compter sur les doigts d'une main. C'est une vraie défense. Après tout, c'est aussi une vraie difficulté hein, on va dire, d'œuvrer sur ce terrain. Et on va dire que toi, qu'est-ce qui te fait, on va dire, tenir et qu'est-ce qui t'a fait tenir autant en haleine dans ce répertoire pendant plus de 20 ans? Ben, écoute, déjà, il y a deux choses à comprendre ou à savoir. Et je suis sûr que vous, les gars, vous le savez. Euh, tu disais comme quoi après Gershwin, on se compte sur les doigts d'une main, c'est vrai, mais ça c'est connecté aussi aux organisateurs de concerts. Il est beaucoup plus facile d'avoir une audience euh, pour du Gershwin, pour du Rachmaninoff, pour du Beethoven, que pour Elliott Carter, Cage, ou un compositeur français, Patrick Bourgain, par exemple. Donc, c'est beaucoup financier dans toute cette histoire parce que les organisateurs de concerts, bien sûr, ils veulent amortir leurs coûts et ils comptent beaucoup sur les audiences. Donc, ça, c'est connecté beaucoup à ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de musique contemporaine moderne. Maintenant, pour passer à ton autre question sur le sujet, la musique que je joue moi, qui est musique moderne, écrite par compositeurs vivants, c'est une musique qui a des mélodies. Dans le sens que, écoutez, je suis un peu comme tout le monde, j'aime écouter la musique et entendre quelqu'un taper sur le piano avec son coude ou avec les poings, ça ne m'attire pas beaucoup. Il y a besoin de mélodie. Il y a besoin de mélodie et tout le répertoire que je fais contemporain a ça, a une mélodie qui connecte avec l'audience, qui permet d'introduire, de présenter ce genre de musique à l'audience. Que l'audience ne commence pas à se couvrir les oreilles parce qu'on joue à l'intérieur du piano sur les cordes comme des percussionnistes ou parce qu'on tape le piano avec nos pieds, quoi. Voilà. Donc ça, c'est là où je fais la distinction entre le répertoire que je fais et d'autres répertoires.
Et ce qui m'a fait tenir, tout ce qui me fait jouer, tout ça, c'est le plaisir. C'est le plaisir que je prends à jouer ce genre de répertoire. On ne se montre, on ne joue pas, on ne joue pas juste pour jouer. On est bien sûr, on fait la musique parce qu'on aime la musique et aimer ce qu'on joue est très important, surtout au niveau où on est, quoi. Voilà. Oui, oui, ouais, tout à fait. Et moi, je me posais, c'est vrai que je me disais comme au niveau du contemporain, comme tu le disais, beaucoup de gens, hélas, pensent qu'il faut un bagage, en fait, une culture avant d'attaquer ce genre de musique énorme, hein. Un peu comme on a l'idée de, un peu si on fait le rapport à l'art du toile blanc sur fond blanc, des fois on a l'impression que le concept dépasse même le côté esthétique ou le beau dans une œuvre. Et c'est vrai que tu as fait un choix, toi, justement à l'inverse, d'être d'avoir des œuvres contemporaines mais accessibles, on va dire, avec effectivement une mélodie. Et par rapport à ça, la musique contemporaine, elle souvent, elle permet aussi une forme d'interprétation pure et une grande place de l'interprète, je m'explique, parce que souvent, c'est des œuvres qui ne sont pas jouées, voire des fois pour des premières ou des deuxièmes fois. Nous, ça nous arrive d'intervenir lors de créations, hein. Des fois, heureusement, en France, il y a quelques festivals qui laissent part à des créations contemporaines. Et on voit se construire au fil des 4, 5, 6 répétitions, au fil de la semaine en fait, hein, un échange vraiment, quand le compositeur est présent, c'est super. Moi je pense à des festivals comme Cordes sur Ciel, ou, enfin voilà, on a la chance nous de travailler comme ça dans de beaux lieux. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'entre le premier jour des répétitions et le dernier jour, le soir de la représentation, l'œuvre a pu vraiment beaucoup évoluer. Et moi ma question par rapport à toi, pianiste d'œuvre contemporaine, c'est bah, quel est à ton sens l'espace de liberté que te permet ce genre d'œuvre et même qu'est-ce que tu fais de l'improvisation ou si tu en fais ou est-ce que tu fais que vraiment tout simplement de l'interprétation, enfin il y a déjà beaucoup à faire dans l'interprétation. Oui, tout à fait. Donc, je vais commencer par la fin de la question, improvisation et tout ça. J'en fais pas d'improvisation parce que déjà tout est écrit. Ça, c'est une chose. Non, c'est vrai que il y a des compositeurs, c'est vrai qu'il y a des compositeurs qui, euh, dans certains passages, permettent aux musiciens d'improviser un peu, de créer son propre passage. Mais traditionnellement, tout est écrit pour nous. Et donc, j'improvise pas. Voilà, je fais pas de l'improvisation. Mais c'est vrai que je fais l'interprétation et ce qui est très important pour moi en tout cas, et j'espère que ça répond à la question, euh, c'est la communication avec le compositeur et combien tout est spécifié, tout est bien indiqué dans la partition par rapport à ce qu'il veut. Euh, c'est vrai que une musique nouvelle, surtout pièces qui ne sont pas tellement jouées, c'est vrai qu'on a un peu la liberté. Mais en même temps, comme interprète, c'est aussi notre boulot de jouer la pièce de la meilleure façon que le compositeur le veut. Donc c'est vraiment interpréter la musique, interpréter ce que le compositeur a écrit avec les indications, que ce soit les nuances, les tempos, les différentes émotions que le compositeur veut. Donc c'est vraiment interpréter. Je ne sais pas si ça répond à la question, quoi. Voilà. Oui, oui, et si tu as un doute, ça t'est arrivé de l'appeler directement en disant là, Ah oui, oui. J'ai la chance, j'ai la chance de connaître pratiquement tous les compositeurs que je joue en personne, soit de les connaître personnellement. L'un des compositeurs est l'un de mes meilleurs amis, Carter Payne, c'est l'un de mes meilleurs amis. Mais oui, c'est vrai, je peux les appeler n'importe quand pour leur poser n'importe quelle question ou leur envoyer un email ou demander de la musique. Voilà. Non, c'est vrai que ça, cette communication est très importante. C'est très
c'est très rafraîchissant, dans le sens que, pour comparer à la musique classique, on a bien sûr ce que Rachmaninoff a écrit, on a bien sûr ce que Beethoven a écrit, mais on n'a pas plus que ça. On n'a pas plus d'indications. Les pianistes sont laissés à leurs propres idées musicaux. Et ça crée des performances à droite et à gauche. Voilà. Mais donc, faire la musique moderne, c'est vrai que ça me donne, ça donne cette possibilité d'être fidèle à la lettre, à ce que le compositeur veut. D'accord. Bah, du coup, tu réponds un peu peut-être à la question du coup de Sarah qui se demandait si tu n'avais pas plus de liberté en jouant du contemporain qu'en jouant du classique, mais finalement, du coup, ça t'en enlève, j'imagine, un peu. Voilà, donc elle se pose aussi la question de savoir si toi, ça t'arrivait de composer tes propres morceaux, peut-être de faire des arrangements sur les exercices. Ouais. Non, je ne compose pas. Je ne vais jamais, euh, je ne vais jamais même m'y essayer Ouais. parce que soyons honnêtes, être compositeur, c'est un boulot. C'est un boulot immense, c'est des connaissances immenses, Hmm. et il y a tellement de compositeurs géniaux qui écrivent, non, c'est même pas la peine que je m'y essaye. Oui, je comprends, je comprends. Eh ben, écoute, Auguste, alors si je devais un peu te caractériser, pour moi, en fait, tu es un terrien. Alors, au sens noble du terme, en fait, je m'explique, c'est qu'effectivement, bah, avec ta pluriculture, on va dire, euh, tu es un homme de la terre. T'es pas français, t'es pas européen, t'es pas, voilà, t'es un homme du monde. Voilà, et j'aimerais du coup que tu nous donnes ton sentiment à ce niveau, et puis peut-être bah, nous expliquer comment toi tu te vois, comment tu te classifies, et puis je sais pas, c'était peut-être une anecdote, un truc, un moment drôle dans ta vie, peut-être dans tous tes voyages, quelque chose que tu pourrais nous raconter à l'ensemble, voilà, ce serait super, quoi. Ouais, ok. Homme du monde, ben merci pour le compliment. Merci beaucoup. Je sais pas, je sais que la façon dont je me décrirais, je suis juste quelqu'un qui aime la musique, qui aime euh, divertir l'audience, qui aime être sur scène et juste faire la musique. C'est tout. Voilà, mais j'apprécie le compliment. J'apprécie. Une anecdote, ouais, on peut en avoir. C'était en 2017. 2017, je faisais un concert à Colorado, Boulder, Colorado, et je jouais William Bolcom, compositeur américain. Il a pris sa retraite il y a quelques années de l'Université de Michigan. Et donc, je jouais une de ses pièces qui s'appelle The Serpent Snake. Et en fait, c'est une pièce qui demande au pianiste de taper du pied et de faire du bruit avec la langue. Wow. Du genre, juste taper la langue dans la bouche. Faire un bruit pratiquement comme un bruit de peut-être de canard, je ne sais pas. Enfin bref. Donc je jouais ça euh, et pendant la pièce, mon pupitre est tombé complètement. Mais parce que j'utilise la musique quand je joue et je me tourne les pages moi-même, donc mon pupitre est complètement tombé. Et moi qui ne connais pas la musique par cœur, eh ben, je me suis retrouvé à jouer cette pièce par cœur du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est une anecdote, un peu comme s'il y avait un fantôme dans la salle qui ne voulait pas que je regarde la musique. Quoi. Voilà, c'est des trucs comme ça. Voilà.
Et d'autres anecdotes, je ne sais pas si tu fais aussi du piano préparé, parce que des fois, dans ce genre d'exercice, c'est multiplier les risques aussi, hein, quand on commence à avoir plus, déjà avoir pour un pianiste un piano des fois un peu différent à chaque concert, c'est une prise en main, on le sait, toujours très délicate. C'est peut-être, on va dire, la polyphonie et un instrument différent sont peut-être les deux grandes difficultés des carrières des pianistes. Mais alors, si on fait du piano préparé, souvent on rajoute aussi des problèmes, voire des pannes, des petites Ben, ça, c'est vrai, ça, c'est connectées, tout à hein. fait vrai. J'ai pas fait beaucoup de piano préparé, déjà parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de préparation. Beaucoup de préparation. Et puis, quand tu es en train de voyager, la moitié du temps, ça ne donne pas beaucoup de temps à préparer, justement. Puis, il y a le fait que, et ça dépend où tu fais les concerts, mais il y a des gens qui n'aiment pas quand le pianiste s'amuse à installer des outils dans le piano. Ah oui, je peux Voilà. te dire que nous-mêmes, des fois, on est très très Les regardants, accordeurs, on les tourne autour de accordeurs, notre piano, hein. ouais, ouais, les accordeurs, ils n'aiment pas ça du tout. Ils sont prêts à nous tuer pour ça. Il n'y a pas de souci. Non, non, mais c'est vrai que j'en ai fait une il y a longtemps. David Maslanka, Dream Dreams Garden, ou quelque chose de ça. Troisième mouvement, c'est la préparation que ça me demandait, en fait, c'est que parce qu'il fallait que je joue dans le piano, sur les cordes, comme un percussionniste, comme un artiste, en fait. Il a fallu que je mette des petites notes sur chaque corde avec le nom de chaque corde pour que je sache où est-ce que je tape quoi. Mais c'est l'extension de ce que je fais pour préparer le piano, quoi. Voilà. Et techniquement aussi, rigolons un peu, peut-être une blague entre, je sais bien des fois, entre les pianistes contemporains, sur 10 pianos, combien de pédales tonales fonctionnent? Ça, c'est une très bonne question. Pour répondre avec un numéro, peut-être 1 sur 10. Oui, parce que moi personnellement, je suis très mauvais pianiste, mais je pianote à mes minutes perdues. Et c'est vrai que la tonale, je la connais pas. Ça fait, voilà, c'est vrai que je sais qu'elle existe, mais je ne l'utilise jamais. Et je pense on est très très nombreux, voilà, dans ce cas, hein. C'est vrai Ah, que non, absolument, absolument. C'est même dans le répertoire que je joue moi côté contemporain, c'est vrai que cette pédale du milieu n'est pratiquement jamais utilisée. Soyons parfaitement honnêtes, c'est jamais, c'est jamais quoi. Voilà. Donc c'est vrai que quand tu es obligé de l'utiliser et que ça marche pas, là on a un problème. Là on a un problème, surtout que si c'est en plein milieu du concert que tu ne savais pas avant le concert, tu n'avais pas eu le temps de vérifier la pédale ni tout, et alors là tu improvises quoi dans l'histoire. Mais non, mais c'est vrai que c'est une pédale très importante qui est utilisée par beaucoup de compositeurs, absolument. Et peut-être que on peut en profiter peut-être pour rappeler aussi aux auditeurs ce que c'est qu'une pédale tonale, parce que c'est vrai qu'on parle un peu en tant que musicien, mais c'est peut-être l'occasion de le rappeler. Clément, tu vas peut-être expliquer aux gens ce qu'est une pédale tonale. Du coup. oui, oui, je peux très bien effectivement expliquer la pédale jamais utilisée. Alors, c'est une pédale très particulière. C'est tout simplement l'idée en fait, c'est ce qu'on appelle la pédale, on va dire harmonique ou sustenuteuse. C'est tout simplement quand vous plaquez un accord, du moment où vous appuyez sur cette pédale, les étouffoirs, donc les petits tampons qui sont censés bloquer le son, arrêter le son, restent surélevés. Ce qui fait qu'en fait, vous avez sélectionné des notes qui vibreront toujours un peu, donc soit en les jouant, ou soit même ce qu'on appelle un peu par sympathie, c'est-à-dire que comprenez bien que si je joue un do grave ou un do aigu, eh bien les deux notes s'enrichissent mutuellement. Donc en fait, c'est vrai que c'est un effet très contemporain qui est apparu vraiment. C'est une pédale qui a longtemps vraiment pas du tout existé. Et d'ailleurs, c'était même des fois des options jusqu'en 1960-1970. Ça fait seulement peut-être 50 ans que tous les pianos à queue ont trois pédales. Et du coup, c'est une pédale vraiment qui est utilisée peut-être dans deux ou trois œuvres purement classiques, hein, on va dire, enfin plutôt modernes, et maintenant par les contemporains, qui est très très utilisée. Voilà,
Mais à titre personnel, voilà, je n'ai pas encore joué d'œuvre dont on en avait besoin. Mais ça arrive à certains pianistes. Merci pour l'explication, Clément, c'est top. Alors du coup, c'est super. Bah écoute, on va peut-être écouter un peu de musique. Euh, on va écouter, si tu veux bien, Argust, le premier mouvement de la Fantasie Stuck de Robert Schumann, l'opus 73. Donc là, on n'est pas dans on est moins dans le moderne, on est moins dans le contemporain, mais quand même, on est sur un compositeur quand même qui est assez proche de la tonale sur certaines compositions. En tout cas, je pense que peut-être c'est un compositeur qui se rapproche un peu de ton univers, que tu dois aimer. Enfin, je sais pas, tu nous donneras un peu ton ressenti après, mais si tu veux bien, on va lancer peut-être, si cette fois-ci ça veut bien fonctionner, puisqu'on nous avons quelques soucis de diffusion. Mais je crois que ça démarre, donc écoute, on va écouter, puis après, tu nous donnes un petit peu la suite. Alors j'imagine que les internautes vont avoir certainement envie de t'applaudir. De chez eux, ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je voudrais en profiter pour remercier du coup Barbara qui, derrière son ordinateur, nous lance les vidéos. C'est l'artisanat, hein, on fait un peu avec les moyens du bord. Donc la pauvre fait ce qu'elle peut pour envoyer des vidéos et que tout le monde puisse en profiter et que ce soit le plus professionnel possible. Du coup, bah, je vais te céder un peu la parole. Bruce, tu peux nous présenter un peu les pianistes et les musiciens qui étaient avec toi, puis nous parler un peu peut-être de ton avant Schumann, enfin voilà, quoi. Ouais, ouais, non, c'est un enregistrement que j'ai fait en 2014, si je me rappelle bien. La violoncelliste, c'est en fait ma mère, Krasimira Fig. Elle habite aux États-Unis avec mon beau-père, bien sûr, là-bas. Ils habitent là-bas. Et donc, ma mère, elle travaille à Tulsa, à l'orchestre et l'opéra de Tulsa.
Et en 2014, je crois que c'est l'année plus ou moins, il y avait une possibilité pour nous de jouer ensemble parce jusqu'à là, on n'avait jamais joué ensemble. On n'avait jamais fait quoi que ce soit ensemble côté musique. Et elle m'a proposé de faire le Schumann avec elle pour un concert privé là-bas. Et voilà, c'était un immense plaisir de le faire. Et voilà, tout le bravo va à elle parce que c'est une pièce très difficile. Le piano, ça souffre. Le piano, ça souffre, mais pas autant que le violoncelle. Pas autant que le violoncelle. Et tout le bravo va à ma mère, quoi. C'était une expérience géniale de jouer avec elle. Puis c'est pas n'importe qui. Ma mère est une grande professionnelle. Elle était première chaise. Je ne sais pas si on dit ça en France comme ça. Premier violon. Voilà, solo, violoncelle solo dans les orchestres en Bulgarie, l'orchestre de Plovdiv et tout ça. Donc, c'est une grande professionnelle et c'était un immense plaisir de jouer avec elle. Donc, ouais. D'accord. Donc une amoureuse de Rostro, du coup. Pardon? Une amoureuse de Rostropovitch. Ah oui, absolument. Rostro qui avait violoncelliste français Pidou, si je me rappelle bien. Ouais, les noms m'échappent, mais oui, oui, oui. Ouais, très rostro, très rostro. Absolument, absolument. Et du coup, là, ça fait partie, entre autres, d'un répertoire un peu plus classique, puisque petit clin d'œil, tu me disais qu'à ton retour en France, justement, par rapport, on va dire, au fait de s'offrir à un public, etc., tu avais repris une part un peu plus importante d'un répertoire un peu plus romantique, on va dire. Tu avais agrandi, voilà, quand tu joues en France, une partie de ce répertoire-là. Et du coup, c'est un répertoire que tu travailles encore quotidiennement ou Tu parles du répertoire classique, c'est ça? Ouais, classique, ouais. Ah oui, absolument. Ben, le répertoire moderne, d'habitude, je l'utilise juste pour mes récitals solo. Euh, mais il y a l'autre côté. Il y a les deux autres côtés, en fait. Il y a la musique de chambre et il y a les concertos. Euh, Musique de chambre, c'est vrai que je fais de la musique moderne beaucoup sur ça aussi, mais c'est vrai une grande partie, c'est la musique classique. C'est le Schumann, c'est Grieg pour violoncelle et piano, c'est le Rachmaninoff, le trio, les trios. Voilà, c'est le Saint-Saëns, le carnaval, c'est beaucoup de ce genre de trucs pour musique de chambre. Et orchestre, il y a beaucoup de concertos, voilà, les concertos habituels qu'on connaît, que tout le monde adore. Donc c'est vrai que je continue à travailler le classique, mais je commence plus ou moins à, à ouvrir ça aussi, dans le sens que le répertoire classique que je travaille surtout maintenant, c'est du répertoire qui n'est pas connu par les compositeurs classiques, romantiques, mais pas souvent joué. Par exemple, il y a un compositeur russe qui s'appelle Bortskevich, qui a écrit des sonates extraordinaires, un concerto extraordinaire, des études, des préludes. Donc, j'étire ce qui est appelé traditionnel en ajoutant des compositeurs classiques, romantiques, avec des pièces qui ne sont pas jouées. Et du coup, toi, toute cette richesse, une palette, un spectre très large, toi qui es enseignant aujourd'hui, comment tu la transmets et qu'est-ce qu'aussi enseigner t'apporte dans ta carrière à toi de musicien? Enseigner, je crois que c'est très important parce que nous, ben, on forme la génération future. Soyons aussi simples que ça. La génération future est bien formée en ce moment, que ce soit dans les écoles de musique, que ce soit conservatoire, cycle 1 à 3 ou CNSM, on forme les musiciens du futur. Voilà. Donc ça, c'est très important d'enseigner, de transmettre
l'amour de la musique, ça c'est une chose. De transmettre notre savoir aussi, de préparer la génération de demain, parce que voilà, on se fait tous un peu vieux, et donc il va venir un moment donné où la jeune génération, il faudra qu'elle prenne le flambeau. Donc c'est très important d'enseigner. Maintenant, comment est-ce que je transmets ben, ça dépend du niveau où on parle. Bien sûr, quand on parle de débutants, ce n'est pas une question de répertoire, autant que de les faire aimer la musique, le piano. Après, bien sûr, quand on avance dans les cycles, là, on commence parler de répertoire, on commence par parler de classique, romantique, baroque, moderne. Ouais, non, mais c'est vrai que transmettre l'amour de la musique, ça, c'est le plus important. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'interprète après, plus tard, ça t'apporte quelque chose ou... Enfin, Oh, bien sûr, mais ça c'est, je crois que, je crois que ça apporte à chaque musicien d'enseigner. Euh, ben, déjà, ça nous fait revisiter des définitions qu'on sait, ça nous fait revisiter des choses qu'on sait comment faire, mais qu'on n'a pas expliqué pendant des années. Voilà. Donc, ça apporte énormément dans ce sens-là. Ça apporte énormément aussi parce que, mine de rien, quand on enseigne, que ce soit niveau débutant ou cycle 3 professionnel au CNSM, ce n'est pas juste les élèves qui apprennent, c'est les professeurs qui apprennent aussi. C'est un donnant-donnant où on apprend chacun de ce qu'on fait ensemble. Voilà. Donc, c'est vraiment très... enseigner, c'est très important. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Du coup, on a des réactions qui continuent chez nos Tout à internautes. fait. Sarah, elle trouve ça beau de redonner vie à certains compositeurs qui sont un peu oubliés souvent, qui restent dans l'ombre. Donc, elle te remercie pour ça. Et elle a une question aussi en parallèle. Euh, Elle voudrait savoir qui tu préfères, entre guillemets. Alors, enfin, je ne avec personne surtout, mais entre les Américains et les Français, je parle au niveau du public, bien entendu. On va parler de la politique actuelle, hein, surtout, mais au niveau de ton public, où tu te sens le mieux accueilli? Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que c'est... Ça va être un match nul. Ça va être les deux. T'as le droit d'avoir un joker, hein. Non, mais c'est même pas un joker, ça va être les deux. C'est vrai que, donc, il faut quand même préciser, quoi. Je suis revenu il y a un an. Ma première année en France, en Europe, j'ai un peu limité les concerts parce qu'il a fallu que je me réhabitue à tout. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait autant de concerts, mais tous les concerts que j'ai faits, que ce soit en Belgique, que ce soit en Angleterre ou en France, au Hayon, du côté de Bordeaux, euh, le public est génial. Mais un peu pour répondre à ce que Sarah disait, c'est la façon dont le public réacte. C'est pas nécessairement à cause du public. C'est ce que le musicien fait sur scène. Et ça revient un peu à ce que je disais au départ, il y a quelques minutes, que comme musicien, on fait de la musique, mais on est aussi là pour divertir les gens. Et parce que, surtout maintenant, au 21e siècle, les gens ont la possibilité d'aller sur YouTube, d'aller visiter des sites, aller sur Spotify, écouter la musique qu'ils veulent, quand ils veulent. Il faut qu'ils aient envie d'aller dans les salles de concert. C'est pas juste le traditionnel maman pape concert, quoi. Voilà, il faut qu'ils soient divertis, il faut qu'ils aient de la joie en sortant. Et donc, mais pour répondre
à la question de ça, ouais, c'est 50-50, c'est match nul, quoi. Voilà. Les deux publics sont géniaux. Maintenant, si on veut parler politique, ça, c'est autre chose. Bien, bien botté en touche, ouais, c'est très bien. Et par rapport à tous les concerts justement que tu avais bien sûr limités, peut-être, on comprend tout à fait, hein, d'un point de vue purement pragmatique, on rentre dans un pays, je pense qu'il y a énormément à faire déjà, même nous quand on déménage d'une ville à l'autre, hein, c'est toujours un chantier. Et toi justement, quelle est un peu ton actualité? Alors là, il y a, on va dire un événement particulier hein, qui nous fait un peu mettre en parenthèse toute la vie professionnelle, en tout cas surtout en tout cas avec un public et avec des concerts. Mais voilà, où est-ce que tu es attendu alors on va peut-être passer l'été sans doute hélas sans concert, en tout cas sans concert dans la vraie vie, hein. Après, je pense on a plein de choses aussi à annoncer. Voilà, Mais malheureusement, écoutez, c'est vrai que ce Covid, c'est vrai que ce Covid, ça ralentit tout le monde, la moitié du monde est enfermé. C'est vrai que ça met notre art, ce euh, qu'on fait pour le plaisir parce qu'on aime, mais qu'on fait aussi pour le boulot parce que c'est notre gagne-pain. C'est vrai que c'est une mauvaise situation. Euh, Où est-ce qu'on va en être après ça? Personne n'en sait. Il y a on est beaucoup qui pensent que l'après-Covid va obliger euh, les organisateurs de concerts, bien sûr, mais les musiciens aussi, à se réinventer à cause de la limite sur la distance sociale, les règles de la distance sociale, les règles de combien de gens peuvent être dans une salle, ça va obliger tout le monde à se réinventer, que ce soit le nombre de concerts qu'on met en place, les lieux, que ce soit les organisateurs engagent pour les concerts, à cause des finances, ça va bouleverser tout le monde. Maintenant, moi, de mon côté, pour l'instant, je suis prévu, j'ai sur le planning d'être sur Paris au mois de septembre, 2 concerts. Lui, ça sera à l'église américaine de Paris. Après, je prévois d'être sur Rouen et Tours pour 2 concertos, Bortskevich, concerto numéro 1, et Beethoven, la fantaisie chorale. Euh, voilà, et puis après, c'est l'Angleterre et la Belgique, parce que beaucoup de concerts qu'on va faire, beaucoup d'entre nous, et je suis sûr que vous, les gars, vous le savez, beaucoup dans notre milieu, que ce soit la musique classique, que ce soit le rock, le jazz, on est tous obligés de déplacer tous nos concerts depuis le mois de février, à les déplacer à l'année prochaine ou à l'année suivante. Donc, beaucoup d'entre nous vont faire du rattrapage, quoi. Euh, on va rattraper les concerts qu'on n'a pas pu faire par le passé à cause de Covid. Et voilà. Mais ouais, c'est vrai que je suis très excité pour retour plus ou moins à la normale, retrouver la scène, retrouver, communiquer avec les gens, partager la musique avec les gens, parce que c'est vrai que confiné, enfermé, c'est vrai, on partage par Internet, mais c'est pas la même chose que live. C'est pas la même chose que dans une salle. On n'a pas la même énergie. Voilà. Donc, ouais, ça me tarde. Vivement le mois de septembre. bon, C'est je pas pense mal. c'est bien. On est sur la même longueur d'onde. On est tous un peu pareil. C'est vrai que nous, c'est pareil, hein. On tourne pas en rond. On a toujours beaucoup de choses à faire, mais au niveau des concerts, c'est un tissu, c'est un lien social. Enfin, c'est très important, je pense, pour tout le monde. Alors, nous, c'est le concert. D'autres, ce seront le cinéma, la lecture, voilà, des groupes, ou les deux, ou les trois, peu importe. Mais c'est des moments comme ça quand voilà, on se prive effectivement de sorties culturelles 6 semaines, cette semaine.
Bon, alors, ça reste des problèmes, un tant soit peu, très, très, très minimes, hein. On va pas non plus dramatiser la situation. Et puis, comme on l'espère, pour nous en France, en tout cas, on se dit qu'en septembre, on se souhaite que les choses reviennent tout doucement à la normale. Mais avant de, je sais pas si c'est possible, mais peut-être justement, comme on peut pas vraiment te partager, et surtout toi, avec le public, est-ce que nous, en tout cas, on peut passer peut-être un peu de musique et on pensait voilà, nous faire à tous écouter le troisième mouvement du second concerto de Camille Saint-Saëns pour piano, si c'est possible.
Wow. Ouais, moi, je t'applaudis, franchement. Wow. Merci, merci. Ça, c'est. Ouais, Wow. belle performance. Ouais. Pardon, vas-y. Je disais, c'est une super performance. Ouais. Merci, merci. Ça, c'est. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Ça, c'était en 2011, 2012. Et en fait, la version que vous avez entendue là n'est pas la version pour piano orchestre, mais pour piano et ensemble avant, ensemble d'harmonie. En fait, et je crois bien que je suis le seul à jouer cette version parce que cette version a été spécifiquement écrite pour ce concert. L'ensemble d'harmonie Saint-José a fait la commission avait demandé à le compositeur de faire la transcription du concerto pour piano et ensemble avant. Voilà. Et donc, ils m'ont choisi pour le faire. C'était un plaisir immense de faire ce concerto avec l'ensemble San Jose Wind Symphony. Et voilà, c'est un souvenir génial. Mais le truc à savoir, parce qu'on parlait un peu plus tôt de l'éducation musicale aux États-Unis, ben, aux États-Unis, les ensembles avant, les ensembles d'harmonie sont encore plus populaires que les orchestres. Il y a beaucoup plus d'ensembles d'harmonie que d'orchestres. Donc, le répertoire classique traditionnel est souvent transcrit pour ensemble avant, ensemble d'harmonie. Voilà. Donc, non, merci d'avoir passé, ça, c'est génial. Merci à toi, merci à toi. Tu plaisantes ou quoi? Et, moi, je suis bouleversé, là, j'ai du mal à parler parce que on connaît toute ta virtuosité, la dextérité, on sent même à travers un simple audio, on sent l'émotion que tu dégages, etc., qu'on retrouve là sur ton visage. Alors, les internautes ne l'ont peut-être pas vu, ils ne l'ont pas vu de toute façon. Hélas, je ne pouvais pas vous basculer l'image, mais on avait Avgust qui, pendant l'enregistrement, battait la mesure et faisait le chef d'orchestre. Et, Ah ouais, ben, ça fait partie de moi, voilà. Ça fait partie voilà, de qui je suis. c'est super, franchement. Merci de nous offrir de tels cadeaux parce que encore une fois, on est face à des artistes qui sont entiers, qui sont de vrais amoureux, de vrais défenseurs des arts et de la musique. Donc, merci Arboost. Je pense aussi à tous nos copains qui ont déjà fait des lives avec nous, qui sont présents et qui nous regardent aujourd'hui, tu vois, qui sont là, Marc, Phil, etc. Et je pense aux autres aussi. Mais voilà, Ouais, c'est comique d'ailleurs, c'est comique. J'ai vu que Marc il est venu. En fait, Marc, moi je le connais un petit peu aussi parce qu'on vient de la même formation. Il a fait son DE au Pôle Sup à Bordeaux. C'est là où je finis mon DE aussi, avec le même prof, Hervé Nkawa. Donc on se connaît un peu, on s'est rencontrés plus ou moins quelques fois, donc c'est génial de le voir aussi. d'accord, super. Super. On oublie souvent, mais c'est un monde finalement très petit. Les artistes ont souvent l'habitude de collaborer entre eux, etc., etc. Et ça, alors nous qui sommes au milieu de tout ça, effectivement, on voit un peu ce lien que d'autres ont peut-être un peu plus de mal à remettre. Mais, encore une fois, on a beaucoup de chance et merci à vous tous, merci aux artistes, merci de nous offrir des si beaux moments magiques. C'est vraiment, voilà, c'est du fond du cœur. J'ai une question, Auguste. Oui, Alors, tu es plutôt quoi? T'es plutôt Steinway New York ou Steinway Hambourg? je suis plutôt quoi, pardon? Steinway New York ou Hambourg? New York ou? Ou Hambourg. Alors, pour expliquer aux auditeurs, je vais leur expliquer, parce que les auditeurs ne savent pas, c'est que Steinway, Ah, la plus prestigieuse de piano au monde, est une marque qui est almano-américaine, dans le sens où vous avez une manufacture aux États-Unis et une manufacture en Europe, à Hambourg, en Allemagne. Et c'est vraiment une guerre entre les ouais. qui, Ouais, ça c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Euh, je vais faire le diplomate. Euh,
je vais dire les deux, mais non, sérieusement, Steinway, c'est top. C'est le top piano du monde, point à la ligne. Et c'est vrai que les factories de New York et Hambourg, qui sont géniaux à visiter, ils font un travail magnifique là-bas. Donc, non, je vais avec les deux. Désolé, je ne prends pas de favoris. D'accord. Bon, les messages continuent à affluer, hein, notamment Étienne qui est parti beaucoup, qui te remercie Ouais. de ta générosité. Enfin, tu liras un peu tous les messages aussi en off, bien entendu. Je vais encore te poser une dernière petite question, puis après, progressivement, effectivement, on sera, hélas, une fois de plus obligé de vous quitter. On en est triste, effectivement, mais bon. Ah, on peut continuer pendant quelques heures encore. On a tout le soleil ici. Voilà, le soleil est toujours levé. On peut se prendre une petite bouteille de vin à côté, un petit Bordeaux, voilà. Ah bah super, il faut demander aux Ça nous attendants. manquait, oui, ça nous manquait ça. Bien entendu. Dis-moi, Avgust, je sais pas, est-ce que tu as, quand tu es en tournée, est-ce que tu as, des rites, est-ce que tu as des tocs, est-ce que comme Glenn Gould, tu te promènes avec ta chaise percée? Non, 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 absolument pas. Mais c'est vrai que euh, non, je ne dirais pas que j'ai un TOC. C'est plutôt, euh, c'est ce que j'appelle de neuropsychologie. Euh, Ça m'a été appris par un compositeur qui s'appelle Michael Colgrass, qui est mort. Il est mort il y a quelques années de ça. Euh, c'est en fait un exercice de respiration et de positivité que je fais avant chaque entrée sur scène parce que, ben, soyons honnêtes, quand on fait ce métier pour 1 an, 5 ans, 10 ans ou 50 ans, aller en scène devant des gens, ça fait toujours peur. Donc ça c'est mon seul petit tic, entre guillemets, que je fais avant chaque entrée sur scène. Un petit exercice de respiration, mais sinon, non, je ne suis pas à la façon de Glenn Gould, je ne joue pas aussi bas que lui et je n'oublie pas mes chaussures non plus. Ah si, j'ai oublié mes chaussures à un concert, à 2 concerts, j'étais obligé d'aller au magasin acheter de nouvelles chaussures, juste pour ça. Voilà. Mais non, sinon, non, non, sinon, j'ai pas de tic spécifique, non, non, non. Ah, super. Bon, merci en tout cas, merci Avgust. Alors, Sabine qui nous dit un grand merci, un immense merci pour son bruit. Sabine, on t'embrasse, bien entendu. C'est évident. Bah, merci Auguste. Voilà, je vais céder un peu la parole à Clément. Je remercie de nouveau Barbara qui est derrière et qui diffuse tes vidéos. Et puis voilà, merci encore à toi. Je te passe un coup la parole, Clément. Oui, moi j'ai très peu de choses à rajouter, sinon que en fait on espère te faire connaître les cordonniers de Toulouse et puis que tu viennes nous montrer tes tocs en vrai, voilà, dans la vraie vie, ce serait un vrai plaisir de t'accueillir hein, voilà, au magasin. Je pense que si Bordeaux-Toulouse, malgré tout, il y a une petite compétitivité, ce n'est que 2 heures de route et ce serait vraiment avec plaisir. Et bah, dire que c'était un moment également très agréable hein, de le partager. Si les gens veulent en connaître plus sur toi, ils ont toujours bien sûr le site. Hein, ils ont Oui, également sur les plateformes, la possibilité aussi d'écouter, d'acheter voilà, tes albums. Nous, ce qu'on peut dire également, c'est que bah, on sait bien que le confinement tire à sa fin. Alors, les rencontres avec les artistes, avec toi, on se le souhaite que puissent continuer. Nous, la semaine prochaine, en tout cas, on va essayer de frapper fort, de frapper un grand coup. Je ne sais pas comment on pourra appeler ça, peut-être avec Gaël, le dernier week-end avant la fin du confinement. Donc on se donne vraiment rendez-vous aussi à la semaine prochaine. Je pense qu'il y aura une sacrée surprise. Il y en a une Je vraie ne sais pas surprise. après si toi, Auguste, tu avais des velléités d'enregistrer, puisque maintenant on ne peut plus faire de concerts pour les artistes, il ne reste plus qu'à travailler à la maison ou alors partir en studio, se confiner à un ingénieur son et un pianiste, faire un bel album à piano solo, ce serait le moment, non? ah, absolument, absolument. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire maintenant. On n'a pas tellement, avec ce confinement, avec comme je disais avant, avec les règles de distance sociale, c'est vrai que enregistrer, se mettre sur YouTube, c'est voilà, ça sera la nouvelle étape.
Donc oui, c'est vrai que moi, je vais faire un CD aussi. Je prévois de faire un CD cette année pour un compositeur américain, David Alterman. Donc j'enregistre la musique. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. L'enregistrement, ça va être la nouvelle façon de partager. Maintenant, ceci dit, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous remercier, les gars, pour ce que vous faites, parce que c'est génial que vous preniez de votre temps pour partager des artistes, que ce soit Marc, moi, que ce soit Marc, que ce soit Cyril la semaine dernière. C'est génial que ce que vous faites. Donc, moi, je vous remercie de m'avoir accueilli et j'espère, je suis tout à fait prêt à venir à Toulouse à montrer mes talents en vrai. Voilà, donnez-moi la date, donnez-moi l'endroit et j'y serai. Merci, ouais, super. Merci, merci, vraiment du fond du cœur, merci Auguste. Euh, c'est voilà, avec Auguste, on se connaissait pas avant, mais je dois dire que c'est une très belle rencontre que nous avons fait. Euh, En plus de l'artiste talentueux, c'est une belle personne avec un grand cœur. On a passé une très bonne semaine parce que bon, il y a le live, mais il y a les offs qu'on fait avant effectivement où on passe un peu de temps avec l'artiste pour aussi apprendre à le connaître. Et donc c'est très belle rencontre. On est ravis, Clément comme moi-même. Donc, je tiens à vous rappeler que l'album d'Avgust est en écoute et en téléchargement payant sur son site internet. Donc vous allez sur avgustantonov.com/recordings et vous pouvez en fait sur place écouter sa musique et pourquoi pas acheter son album. Voilà, donc vous n'hésitez pas à lui écrire aussi, à lui envoyer vos messages, vos remerciements, vos encouragements. Si vous avez des questions, etc., il est adorable et je sais qu'il vous répondra sans aucun problème. Voilà, je vais peut-être avant qu'on termine sur la Blue Fantasy de Robert L. Rowling, je crois que c'est un natif du quartier de Brooklyn à New York qui a commencé la composition dès l'âge de 8 ans, donc c'est quand même assez extraordinaire. Je vais peut-être une dernière fois te céder la parole à Boost, te remercier au nom de l'équipe, dire effectivement aux internautes que on les revoit samedi prochain, que vous aurez Barbara et Clément aux manettes, aux commandes. Et vous allez voir, il y aura une super surprise samedi prochain, mais on vous l'annoncera, ne vous inquiétez pas en temps utile. Voilà, vous dire que effectivement, on a prévu, on va inviter tous nos amis artistes. On va faire un grand rassemblement prochainement dès que les conditions nous le permettront. On va vous offrir un super moment en fait. Donc voilà, tenez-vous au courant de notre actualité et puis on se retrouve de toute façon très prochainement. Donc Avgust, du fond du cœur, merci une fois de plus. Je te laisse la place et puis après on termine avec donc Tableau Fantasy, ta belle interprétation en tout cas de la Blanc Fantasy. Merci Avgust. Merci, merci à vous.